Après donc cette table ronde où intervenaient Paolo Calcagne de l'Université de Gênes et Jean-Pierre Paul, dédié aux réseaux qui ont participé aux révolutions corses, réseau humain, réseau matériel. On s'approche de cette fin de siècle pour cette partie que l'on a voulu intituler La Corse, une société en reconfiguration, avec un pluriel qui est mis entre parenthèses. Donc c'est une question qui est ouverte à nos participants. Deux intervenants, alors Antoine-Marie Gradiagne, que l'on ne présente pas, incontestable et incontesté, spécialiste de la Corse génoise, de Pascal Paoli, éditeur de la correspondance de Pascal Paoli, des Raguagli, auteur de diverses biographies, qui va discuter de 1793, l'année de la rupture. Donc là, on a fait un premier bond dans le temps, après la Corse française, la Révolution française, et puis ce moment de bascule en 93. À mes côtés, Sophie Garonne, doctorante à l'Université de Corse, qui travaille essentiellement sur les jardins au XIXe siècle, mais qui a eu la gentillesse de vouloir travailler et pousser ses recherches un peu en amont sur la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Alors, je vais tout de suite passer la parole à Antoine-Marie Gradiagne pour son intervention. Bien, alors d'abord, grand merci à tous ceux qui ont participé à cette rencontre. Et puis, merci évidemment à la puissance invitante, c'est-à-dire à Madame Latour, pour l'invitation. 1793, la rupture, on a beaucoup traîné avec Alain Piazzolla pour le titre d'un livre qui va sortir normalement à la fin du mois, pour comprendre finalement ce qui s'était passé en 1793. Parce qu'on nous a présenté les choses en nous disant Pascal Paoli, la rupture avec la Convention, etc., etc. On va le voir qu'en fait, dans la réalité, la rupture avec la Convention, ce n'est pas une rupture avec la Convention, c'est la Convention qui rompt avec Pascal Paoli, ce n'est pas le contraire. Hein. Donc on va revenir sur ça. Et un élément qui manque la plupart du temps, c'est l'élément partisan. Alors je m'explique, j'ai écrit un livre récemment sur la geste du peuple, où j'expliquais en fait l'élément partisan. Alors l'élément partisan existe, effectivement, préexiste à Paoli évidemment, et préexiste à cette période-là. À cette période-là, on a finalement un parti qui s'est manifesté, qui est le parti monarchiste. Et on a un parti qui est en train de réapparaître, et je un petit peu dans la suite de ce que vient d'expliquer Jean-Pierre, qui est le parti patriote, dont Paul va devenir le leader, à nouveau le leader. En fait, il va récupérer son leader, véritablement sa situation de leader. Pour comprendre le terme, on peut citer la lettre de Napoléon, alors que vous connaissez tous. Je suis né quand la patrie périssait, 30 000 Français vomis sur nos côtes, noyés sur le trône de la liberté dans des flots de sang. Tel fut le spectacle odieux qui frappa d'abord mes regards. Pour se rendre compte qu'il s'agit d'un texte qui a eu un espèce de procès en inauthenticité, hein, pendant longtemps. Il y a eu des gens pour dire ah non, c'est pas de Napoléon, etc. etc. Et puis, à un moment donné, je suis tombé sur un texte du 6 novembre 1789, envoyé par le Parti patriote, justement, à nos seigneurs de l'Assemblée nationale, et qui commence comme ça: arraché à la liberté au moment où nous commencions à en goûter la douceur, nous sommes depuis 20 ans incorporés à la monarchie. Bon. Donc, en fait, dans la réalité, de la même façon, Napoléon dit: vous avez quitté notre île et avec vous disparu l'espoir du bonheur. L'esclavage fut le prix de notre soumission. Opprimés par la triple chaîne du soldat, de l'homme de loi et du collecteur d'impôts, nos compatriotes vivent méprisés par ceux qui détiennent les pouvoirs de l'administration. Dans l'adresse à l'Assemblée nationale, que je viens de vous citer, on peut lire « Depuis 20 ans, nous vivons sans espoir, accablés sous le joug d'une administration arbitraire ». Bon, donc, j'ai quasiment la même chose. Donc, bien comprendre, en fait, que ce parti patriote, qu'est-ce que c'est ? C'est
l'émanation en fait donc de la Corse pauliste, qui du temps où elle était sous le généralat, finalement représentait cette chaîne des révolutions dont parle Bernard Bailyn, et en adhérant à la Révolution française, la Corse, dans l'esprit en tout cas de ceux qui font faire partie de ce parti patriote, retrouve sa place dans l'Europe des progrès, contre la France des privilèges et des privilégiés, et celle de l'autre camp, évidemment, l'autre camp étant le camp monarchiste, celui de Boutafaux, Gogafort, Fabiane et consorts. Bon, donc on en est là. Paoli, en fait, rentre donc en France dans un premier temps. En France, il est reçu par Lafayette, par Louis XVI, on connaît la chose. Il visite l'Assemblée constituante, il va faire un passage même dans le futur club des Jacobins. En se rendant bien compte de quelque chose, c'est que Paul y rentre aussi parce que tout ce monde-là a besoin que Paul lui remette de l'ordre. Bon. On murmure beaucoup en France contre le fait que les Corses manquent de civisme, et notamment parce qu'il vient d'y avoir quelque chose à Bastia, une petite émeute dans laquelle a été tué un colonel, le colonel de Rully. Donc le retour de Paul est véritablement cornaqué, disons, d'une certaine façon, par les autorités qui voient effectivement leur intérêt. Paul, lui, de son côté, a demandé à rentrer en Corse. Il l'a fait notamment par l'entremise de Gentile. Ça apparaît de manière claire dans l'ouvrage de Vito Vitale sur les lettres de l'ambassadeur génois donc à Gênes, l'ambassadeur génois en France à Gênes, qui nous explique en fait que ce Paul a besoin effectivement de rentrer, qu'il a comme soutien Gentile, et que Gentile est venu expliquer que Paul accepte de rentrer, mais il rentrait d'une certaine façon quelque part à ses conditions. Ces conditions, qu'est-ce que c'est ? Ces conditions, c'est finalement que la Corse dispose d'une certaine forme d'autonomie. Cette forme d'autonomie, il l'explique de manière claire dans plusieurs lettres, notamment une lettre à Gentile. Il explique en fait qu'on a absolument besoin d'une forme d'autonomie dans l'île avant de véritablement de vouloir rentrer en Corse. Il rentre en Corse et il va participer à une grande réunion qui est celle de l'Assemblée réunie pour choisir les administrateurs du nouveau département. Ça se tient à Auretz. Il en est élu président, tout naturellement, et il ouvre l'Assemblée par un discours dans lequel il rappelle les leçons de l'histoire. La lutte contre les oppresseurs génois, la Constitution de 1755, les succès obtenus dans tous les domaines, la capacité démontrée par les Corses à se gouverner eux-mêmes, ainsi que le souvenir du despotisme qui avait envoyé sur l'île des forces immenses. Les Corses, ajoute-t-il, ont établi un gouvernement républicain à une époque où le monde entier gémissait encore sous le sceptre des rois. La Révolution française en cours les a libérés de ces horreurs, mais la Révolution française est quelque part la continuation de la Révolution corse, dans son esprit. Il faut quand même... donc, il y a cette dimension autonomiste, elle est très très forte chez Paul. En fait, il explique qu'il faut que la France laisse les Corses libres de s'administrer à leur façon et d'établir des relations commerciales avec leurs voisins. Parce que ça, c'est un autre élément fort, on va le voir tout de suite dans l'affaire de 1793. Alors, la réunion s'achève, on lui propose absolument tout, on lui propose une somme d'argent qui est absolument colossale, en fait pratiquement c'est le tiers de ce que rapporte la Corse, bien comme somme d'argent dont il pourra disposer. On lui dit qu'on lui construit une statue, très bien. Donc la réunion s'achève de manière intéressante pour lui, et il peut annoncer effectivement à Paris. Alors ça c'est tout à fait intéressant aussi. Paul il va être en contact avec différentes personnes. À un moment donné, René Emmanuel avait montré les rapports qui avaient existé entre Paul et Lafayette donnant toutes sortes d'informations en fait dans la réalité à Paul. Mais
lorsque Lafayette disparaît, il y a d'autres personnes qui vont servir un petit peu et notamment l'un qui est assez intéressant, qui est Roland de la Plâtrière, qui sera le ministre de l'Intérieur des années 92-93. C'est lui qui, en fait, dans la réalité, donne un petit peu comme aujourd'hui, il y a une continuité là aussi, le ministre de l'Intérieur donne des informations finalement à ceux qui sont aux affaires actuellement. Donc, et ensuite, de quoi Paul, il se retire, il est fatigué, et grosso modo, il ne dirige pas, il faut bien se rendre compte qu'il ne dirige pas l'État, il a une direction, je serais tenté de dire formelle, mais la réalité du pouvoir revient au procureur général syndic. Le procureur général syndic élu, c'est Salicet, mais comme Salicet est déjà élu à Paris, eh bien, on donne le titre à Bartholomé Arène. Donc, c'est Bartholomé Arène et ensuite Salicet qui vont avoir la réalité du pouvoir de 1789 au milieu de 1792. Il faut quand même rappeler véritablement les choses. Et en fait, lorsque je dis la réalité du pouvoir, c'est peu de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, il se pose la question des lois, ces nouvelles lois qui arrivent de Paris, qui sont contestées, qui sont la loi sur la constitution civile du clergé. Alors, une loi que, entre nous soit dit, que Paul soutient à fond, contrairement à ce que vous avez raconté ici et là. N'en croyez pas une miette. En fait, Paul soutient complètement la loi sur la constitution civile du clergé. Il dit que ça permettra aux curés d'avoir quelque chose véritablement pour se nourrir. Bon, ça, c'est un premier élément. Et surtout, alors par contre, la vente des biens nationaux et de l'Église. Et là-dessus, il y a véritablement un vrai problème sur cette vente des biens nationaux et de l'Église. Problème qui a été vu par Jean de Francesque. Et je vous renvoie évidemment à l'étude qu'il mène. Jean de Francesque qui explique en fait que sur une population d'un peu plus de 150 000 habitants, il y a 507 individus qui ont profité de la vente des biens nationaux et de l'Église, c'est-à-dire 0,3%. Premier élément. Deuxième élément, alors ça c'est l'abbé Caste qui le rappelle. Alors l'abbé Caste, des fois, peut avoir effectivement des choses intéressantes, peut trouver des choses intéressantes chez lui. Il rappelle que lors de la réunion d'Oretz, en 1790, Salicet s'est fait nommer à Paris comme membre du comité d'aliénation des biens nationaux. Comme l'écrit l'abbé Caste, il flaire déjà les bonnes affaires à réaliser. Bien. Donc, en fait, dans la réalité, les bénéficiaires des biens nationaux, qu'est-ce que c'est ? 59 des 65 familles qui cherchent asile dans les garnisons au moment de l'insurrection pauliste ont réalisé à elles seules 302 achats, correspondant à 43% des biens nationaux vendus. On trouve au premier plan les Bonaparte, les Arènes et Salicet lui-même. Alors Salicet, lui, véritablement, c'est le champion des champions. 71% des biens nationaux de la juridiction de Corté. Je rajouterai les biens religieux. Alors véritablement, le couvent de Rostine, enfin j'en passe et des meilleurs. À son sujet, l'abbé Caste parle même d'un cas Salicet. Bon, donc... bien. Et à cette idée-là va se rajouter une autre qui est celle finalement de l'âge. Paul, il a 64 ans. Lorsqu'il rentre en 1790, il rentre, il a 65 ans. Lorsque je regarde la Révolution française est le fait de trentenaires. Que ce soit Danton, Robespierre, Barrère, etc., c'est des gens qui ont entre 31 et 34 ans. Lorsque je regarde en Corse, c'est exactement la même chose. Salicet, Pozzo-di-Borgo, les Bonaparte, j'en parle même pas, 21 et 20 ans. Enfin, donc, véritablement, j'ai là des gens, il y a un décalage qui est un décalage relativement important. Et Paul va les voir véritablement comme de jeunes ambitieux. Ragazzoni inesperti, comme il les appelle. Je rappelle, et il le dit pour Napoléon et pour Arène. Ragazzoni inesperti. Bon, il s'agit de gens qui sont à la fois très jeunes, mais puissants dans les comités révolutionnaires et dans les clubs, bien insérés dans les réseaux nationaux. Et on se souvient que Bartholomé Arène, à un moment donné, au moment de l'expédition en Sardaigne, demande rien de moins que de se rendre en Corse pour organiser une levée en masse de volontaires. Bon, bien. En réalité, dès le début de l'année 1792, il y a scission à l'intérieur du Parti patriote. Il y a une scission.
Il y a une scission entre, d'un côté, les paolistes et de l'autre côté, les saïdchétistes. Les saïdchétistes, c'est-à-dire ceux qui ont la réalité du pouvoir, puisque, je vous l'ai expliqué, c'est Arène puis Saïdchet, et c'est les mêmes, qui véritablement disposent absolument de tout. Et on le voit dans deux affaires. On le voit dans l'affaire d'Île-Rousse, évidemment, de février 92, où Paoli, en fait, vient sauver les arènes. Ça, c'est la première chose, puisque Paoli se trouve à Montice, à cette époque-là, et non pas à Morosaglia, comme l'explique Lucien Bonaparte, qui est grand falsificateur de l'histoire. Bon. Et puis, à Ajaccio, pour les Pâques de 1792 avec Napoléon, Napoléon qui, à cette occasion-là, fait montre d'un manque total de discernement. Et il faut véritablement que Paul puisse, pour des raisons familiales et autres, notamment le fait que Colonna de Cesare Rocca est lié à certains membres justement de ces soldats de Napoléon, pour que Paul ne punisse pas Napoléon. Il faut quand même le dire que le ministre de la Guerre a demandé le passage en cour martiale de Napoléon et de Cointz. Alors, coup de chance pour Napoléon et Cointz, c'est une époque où on va user pratiquement un ministre de la Guerre par mois. C'est une époque où on a 13 ministres de la Guerre pour 16 mois. Donc, cherchez évidemment l'erreur. Donc, le fait de Paoli, comment Paoli fonctionne, il va fonctionner avec donc ce parti qui voit se monter, véritablement devenir important, qu'il appelle la petite coterie. Et duquel il dit « S'il pensait bien, il ne devrait pas avoir de soupçon à l'égard d'un homme menacé de si près de son dernier jour. » Alors c'est toujours la tentation de Paul de parler de son dernier jour. Bon, il va vivre jusqu'à 82 ans. Bon, et qui a la conviction intérieure de se croire à l'abri des patriotes de 4 jours. Bon. En réalité, Paul, il se montre furieux, contrairement à ce qu'ont écrit Nazica, etc., sur Napoléon. Il se montre furieux autant de l'élection d'Arène que celle de Napoléon. Les gardes nationales ne valent pas un clou, mais pourraient provoquer des désordres, qu'elles sont composées de canailles indisciplinés et ne disposent pas d'officiers capables de se faire obéir. Prends ça, au passage. Voilà. Donc, voilà la manière, si vous voulez, dont il ressent les choses. Il ressent d'autant plus les choses que l'évolution de la Révolution va complètement à son encontre. Elle va à son encontre, pourquoi ? Bien parce qu'en fait, la France va, après avoir annoncé, même dans sa constitution, qu'elle est contre toutes les guerres, période 91, constitution de 91, dès l'année 92, la France commence la guerre. Voilà. Et elle commence la guerre en 92, et elle va relancer la guerre en 93. En 92, c'est l'opération de Sardaigne. Alors sur l'opération de Sardaigne, je ne m'arrête pas. C'est une catastrophe complète, mais c'est une catastrophe annoncée. Véritablement, comment on peut réaliser une opération avec des moyens et des méthodes aussi invraisemblable que d'annoncer qu'on va prendre 6000 personnes absolument au hasard dans les rues de Marseille et de Toulon et qu'on va les amener, etc. On se retrouve avec des soldats qui ont 15-16 ans, dont on les annonce, ils sont 6000. En fait, dans la réalité, on les compte, ils sont que 4005. Lorsqu'on arrive, en fait, il n'y en a que 1000 qui sont armés. Enfin, je ne vous fais pas de grands signes. C'est même extraordinaire qu'on ait réussi à les amener jusqu'en Sardaigne, parce que là, c'est bon. Et donc, c'est cette équipe-là qui va poser véritablement le problème par rapport à Paul, parce que Paul va être pris à partie comme chef militaire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est tout à fait étonnant, c'est que Paul, qui était déjà le chef, le patron administratif, président donc, de l'Assemblée, on le nomme en plus chef militaire. Et élément supplémentaire, on en fait même l'adjoint du chef de l'armée d'Italie. Quand même, il a 2 titres. Il a le chef militaire, la 23e division militaire, et donc la Corse, et donc il a en plus l'Italie. Il est nommé chef militaire,
en fait, il ne réussit à réunir que 1800 hommes sur les 3000 qui étaient demandés. Et en fait, il se plaint évidemment d'être un général sans troupes. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a mis, on lui prend les troupes pour les engager dans les opérations en Sardaigne. Lorsque on va au bout des choses, on se rend compte que ça va être véritablement ce moment de l'été 92 où j'ai un changement qui va être opéré. Ce changement, c'est le changement qui lie Paoli à Salicette, véritablement où ils vont se heurter de front. Pourquoi ? Parce que à l'été 1792, on a l'élection pour la Convention. Lors de l'élection pour la Convention, Paoli est malade. Il est absent, ne peut pas venir. Il est élu président de l'Assemblée, c'est même pas la majorité, à l'unanimité. C'est-à-dire que, alors qu'on sait qu'il a déjà au moins une partie qui lui est contre, hein, mais à l'unanimité, il est élu président. Et lors de la première session, Salicette, il réussit à se faire élire, très bien, et puis il a deux autres qui sont élus, qui sont de son parti. Donc il part avec 3. Paoli intervient le lendemain, il réussit à faire élire 2 autres contre Joseph Bonaparte, en fait, puisque en fait, il était prévu qu'un des 6 du côté de Salicette, ce soit Joseph Bonaparte. Il fait élire 2 de son camp, et puis un qui est plutôt neutre. Voilà. Alors, ce succès de Salicette, c'est un succès de courte durée. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, donc l'élection pour les députés, il gagne. L'élection suivante, c'est-à-dire l'élection du département de la Corse, là, Paoli tombe là. Là, il fait véritablement, il réussit à faire élire quasiment tous ceux qui veut mettre. Et il met à la tête, véritablement, ce qui est le casus belli, il met Pozzo di Borg à la tête du département. Donc, c'est cette élection que Salicette dénonce lorsqu'il écrit à Bonaparte, qu'il voit dans ce scrutin une véritable contre-révolution. Et véritablement, il va enclencher tout de suite un plan de dénonciation du groupe de Paoli, c'est-à-dire de l'autre parti. Ce à quoi Pozzo di Borg répond en demandant un audit. Or, si audit il y avait eu, on se serait rendu compte des détournements colossaux qui avaient été effectués par l'équipe Salicette. Bon, mais donc, cet audit n'aura évidemment pas lieu. C'est justement au moment où la Convention décide d'envoyer des commissaires en Corse qu'apparaît le rapport Clavière. Alors, le rapport Clavière, il arrive, on est au mois de février 1793, il arrive pratiquement une semaine après la déclaration de guerre de l'Angleterre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai la déclaration de guerre avec l'Angleterre, et puis une semaine plus tard, j'ai le rapport Clavière qui, évidemment, vient s'en prendre à Paoli. C'est quand même un poil étonnant. Hein. Alors, en plus, élément supplémentaire, personne ne nous dit qui est Clavière. Alors, on va vous expliquer. C'est un banquier genevois, devenu l'un des grands financiers à la veille de la Révolution française, qui est ministre des Finances. Cet homme de son vivant s'est attiré de graves inimitiés et sa réputation demeure quelque peu douteuse, observe un de ses biographes. La guerre avait été une initiative politique de Brissot et de ses amis, mais l'effondrement de l'assignat et l'échec de la tentative de sauvetage du système fiscal français furent l'œuvre de Clavière. Ah, vous voyez, donc on a affaire à quelqu'un, c'est exactement the right man is the right place. Hein, véritablement, c'est quelqu'un de... Alors, je finis le petit mot sur Clavière. Proscrit en mai-juin 93, il échappera à la guillotine en se suicidant en octobre 93. Bien. Alors, Clavière admet que la très grande majorité des Corses est très attachée à la liberté et à la République française. Mais ils ne sont pas assez civilisés. Ils auraient besoin d'un journal populaire adapté au type d'instruction primaire nécessaire à la Corse. Il ne fallait pas que, sous prétexte d'une utilité future, la Corse ne soit pour nous qu'une sangsue.
le texte reprend le vocabulaire courant sous la monarchie. Clavière va jusqu'à dénoncer le rôle d'un perfide intermédiaire qui abuse de la considération et de la confiance liée à son nom et qui sacrifie peut-être par intrigue ou par intérêt personnel ou pour servir des intérêts contraires à ceux de la République les avantages réciproques que la France et la Corse pourraient tirer d'une administration vraiment civique. Évidemment, la personnalité, vous avez bien compris, il s'agit de Paoli. La dénonciation donc, vient une semaine après la déclaration de guerre à l'Angleterre et on a affaire véritablement à des gens qui sont liés à ce qu'on va appeler les Girondins. C'est pour ça que lorsqu'on m'a expliqué à la veille du bicentenaire de la Révolution que Paoli était girondin, je suis allé rire à la campagne, parce que c'est absolument drôlissime. Lorsque je regarde toute l'équipe qui s'en prend à lui, il n'y a quasiment que des Girondins. Donc ils s'en seraient pris à un des leurs. Enfin, c'est assez étonnant. Alors Paoli va répondre par un texte publié en français à Paris, dans lequel il se dit offensé de voir répandre des soupçons sur la loyauté de ses intentions et la sincérité de son attachement à la République. Et il explique en fait que derrière lui, c'est tout le peuple corse qui est attaqué, un peuple qui fut le premier à secouer le joug de l'oppression et revendiquer la liberté, apanage naturel des nations. Comment pourrait-il sacrifier les avantages de sa situation actuelle au gré d'une puissance étrangère ou à l'ambition perfide d'un seul individu ? Et lui, accusé d'être cet individu, pourquoi aurait-il accepté d'endosser un tel rôle ? Pourquoi aurait-il quitté l'Angleterre ? Serait-il allé à Paris ? Aurait-il cherché à consolider l'union de la Corse à la France ? Selon lui, l'Assemblée constituante, par la sublimité de ses principes, ne pourrait plus refuser à la Corse l'indépendance naturelle à toutes les nations, puisque son propre sens de la justice l'avait contrainte à déclarer illégitime et tyrannique sa conquête. C'est-à-dire qu'il renverse véritablement l'argument. Une indépendance que les Corses sont désormais prêts à abandonner pour partager la liberté avec les Français. Et en fait, dans la réalité, Paoli, de février à juin 1993, va jouer la carte de la Convention. Il va jouer la carte de la Convention en sachant que la Convention, en fait, dans la réalité, lui est contre. Mais il peut espérer que les choses évoluant, il voit des mouvements, etc., qu'il ne comprend pas du tout. Raison pour laquelle on va vous parler d'un Paoli fédéraliste. Ce qui montre qu'on n'a absolument pas compris d'abord ce que le terme fédéraliste. Le terme fédéraliste n'a pas grand sens. Et l'élément supplémentaire, Paoli fédéraliste, c'est véritablement une plaisanterie. Alors, par contre, que Paoli ne comprenne pas véritablement à qui il a affaire, il n'y a pas de doute non plus. Mais à cette époque-là, qui a les moyens véritablement de comprendre ce qui se passe dans la politique de la France du temps ? Le 19 février, le Conseil général de Corse au complet écrit à Paoli pour lui témoigner son soutien indéfectible, mais dans le même temps, il a perdu le soutien des ministres de l'Intérieur et de la Guerre. Alors, du côté de Jean-Marie Roland de la Plataillère, qui, lui, sera proscrit et se suicidera, je vous rappelle simplement, en novembre 1993. Il informe de son remplacement au poste de ministre de l'Intérieur. Quant au ministre de la Guerre, Paoli ne comprend pas que le brevet de civisme qui lui a été remis par le ministre de la Guerre au lendemain de l'affaire de Sardaigne a une valeur relative. En fait, dans la réalité, ça n'a aucune espèce de valeur, puisque le ministre de la Guerre n'est déjà plus ministre de la Guerre. Voilà, donc bien comprendre, si vous voulez, les choses. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit là, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, la Société patriotique de Toulon qui dénonce Paoli à la Convention avec une virulence sans précédent. Il est évident que les municipalités de Marseille et de Toulon, qui avaient préparé l'expédition en Sardaigne, étaient bien trop heureuses de trouver un bouc émissaire pour la défaite subie, surtout si on considère le sort réservé aux commandants militaires vaincus. Là, pour la plupart, ils sont passés à la guillotine. Bon, les députés de la Corse avaient présenté Bartolomé à Rennes comme le dénonciateur de Paoli devant la Convention, dans une lettre du 9 mars 1793, mais Paoli obtient d'autres informations, et dans une lettre à Galéatz, il met en cause Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte, qui, semble-t-il, aurait agi de sa propre initiative. Cette dénonciation arrive à la Convention qui produit à sa suite, le 2 avril, un décret qui démet Paoli et Pozzo-di-Borgo de leurs fonctions et demande aux commissaires envoyés dans l'île leur arrestation et leur envoi à Paris. C'est tout à fait intéressant. Parce que lorsqu'on voit ce document-là,
on se rend compte qu'en dehors de Marat, pratiquement, donc, ce ne sont que des proches des Girondins qui sont intervenus. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'au moment où la Convention va le voir, va revenir sur cette décision, ce sont des montagnards qui vont, d'une certaine façon, repêcher Paoli. Donc, vous voyez la phraséologie sur Paoli Girondin, ce qu'on peut en faire. Or, parmi les commissaires élus, on trouve Salicetti, puisque, en fait, la Convention envoie 3 commissaires, Salicetti, Delchère et Lacombe Saint-Michel. Alors, Delchère et Lacombe Saint-Michel sont proches, en fait, des Girondins. Le troisième, c'est Salicetti, le seul montagnard, pour reprendre la phraséologie, mais une phraséologie qui aujourd'hui n'a plus trop cours en histoire de la Révolution française. Eh bien, Salicetti, en fait, c'est le seul qui parle la langue du pays. Ce qui est un petit peu surprenant. Et le choix de Salicetti est dénoncé par Volney. Volney, qui rappelle que Salicetti a continué à toucher ses indemnités de procureur général syndic lorsqu'Arène s'est substitué à lui. Et donc, en fait, il y a eu doublement des frais pour le procureur général syndic, et que le choix de désigner un des 2 chefs de parti de Lille était invraisemblable. C'était déléguer le rôle de garde-chasse à un braconnier. Paoli révèle que c'est Salicetti qui l'a secrètement informé de l'existence du décret qu'il met en accusation. Si vous voulez, les 3 commissaires débarquent à Bastia, il y en a un seul qui se déplace. Les 2 autres restent à Bastia. Et ils décident de tout à partir de Bastia. Bien. Le 3e qui se déplace est Salicetti. Salicetti, lui, se rend à Corté. Entre le 8 et le 12 avril, il y a deux dates différentes, parce que lui dit je suis parti le surlendemain, et Paul il dit qu'il l'a rencontré le 12. Bon, très bien. Donc le 12 avril. Et Salicetti lui dit pratiquement les choses de manière claire. Il explique que dans cette rencontre, il y a 2 lettres concernant Salicetti. La première est de Salicetti lui-même. On est le 16 avril, il envoie une lettre à André. André étant un proche de Paoli, c'est un député de la Convention pauliste. Il lui envoie une lettre, et dans cette lettre, il dit il y a de mauvais sujets entourent Paoli. Il a eu un long entretien avec lui et lui a fait connaître le précipice que lui préparaient des hommes sans caractère. Il a entendu la vérité avec ce plaisir qui caractérise une grande âme, et il a fini par me dire que si sa santé le lui avait permis, il serait descendu avec moi pour s'unir à la commission, c'est-à-dire qu'il se serait mis en main, Paul, véritablement. Parce qu'en fait, dans la réalité, les commissaires ont l'ordre qui leur a été intimé en sous-main d'arrêter Paul. Donc, bon, bien. Il permet de douter de la véracité de ces affirmations lorsqu'on les compare à la lettre rapport de Lacombe Saint-Michel et de Delchère, restés à Bastia pendant que Salicetti se rendait à Corté. Alors, voilà le 14 ce qu'ils écrivent. Au retour de Salicetti et de Corté, nous vous annonçons que d'après ces observations, il semble que les intentions du département soient perfides. Alors ça intéresse directement Salicetti, puisqu'il veut éliminer complètement l'ancien département. Bon, très bien. Que Paul est un homme très faible, sur lequel ont beaucoup d'influence certains membres du département, on lui a fait croire que nous voulons sa tête. Ce n'est plus le Paul de 1768. À Paris, on ne peut pas juger l'esprit qui règne dans ce pays, et le moral de la Corse ne ressemble en rien à celui de la France, car la Corse est restée celle qu'elle était avant la Révolution. Alors, regardons maintenant ce que Paul lui en a tiré. On a 3 lettres dans lesquelles il parle de la rencontre qu'il a eue avec Salicetti. Alors, sur les 3 lettres, une seule a été publiée. Les 2 autres, c'est des lettres que j'ai en plus. Voilà. Le décret du 2 avril arrive donc qu'est-ce que les pardon, excusez-moi. Paul apprend juge que Salicetti, la rencontre a été correcte. La rencontre a été correcte, ça s'est bien passé avec Salicetti. Bon, très bien. Dans la foulée, Salicetti lui fait porter
par un de leurs proches parents, puisque en fait Paoli et Salicetti sont un peu parents, lui fait porter le décret qui le met véritablement en accusation et qui demande son arrestation. Voilà ce que Paoli écrit. Hier, j'ai appris qu'en plus d'avoir été destitué de la commission que je n'avais ni ambitionné ni cherché, il est encore ordonné de m'arrêter et de me conduire à la barre de cette assemblée. Si ce pays retombe en servitude, adieu à jamais toute espérance de liberté, surtout pour les petits États. Telle sera toujours ma manière de penser, et voulant rester fidèle à cela, on me reconnaîtra toujours ferme et inébranlable dans le projet de chercher pour ma patrie une liberté combinée avec celle des Français. Il continue, vous voyez, et il va le faire. Je vous dis, on est en mai. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a deux événements. On a le 23 mai un nouveau rapport présenté par Barrère. Barrère, c'est le Marais. C'est la partie centrale, disons, de l'Assemblée du temps. Barrère, mais qui fonctionne très bien avec les montagnards. Bon. Alors, nous sommes à un moment clé pour la Convention. Celle où apparaissent des mouvements populaires qui semblent incompréhensibles aux révolutionnaires. Représentants du peuple, ils ne parviennent pas à comprendre comment des soulèvements populaires peuvent avoir lieu contre eux. Si le peuple se soulève, c'est parce que derrière la révolte se trouvent des agitateurs qui le détournent. Barrère développe à cette occasion l'idée du peuple égaré. Il y est habitué d'ailleurs, n'est-il pas l'auteur de la formule « la guerre inexplicable de Vendée ». Bon, donc, bien. Le désordre est identifié par les autorités comme contre-révolutionnaire. Le terme contre-révolutionnaire n'apparaît qu'à la dernière phrase. C'est Paul qui détourne le peuple pour le faire agir contre ceux qu'il a élus, les conventionnels, et envoyé en Corse comme commissaire. L'emploi du terme fanatique qu'il ajoute a une forte portée pour les conventionnels, le fanatisme religieux est la première cause de cet égarement du peuple. Paul lui aurait même fait courir le bruit que la Convention s'apprêtait à revendre la Corse aux Génois pour masquer sa soumission à l'Angleterre. Voilà. Alors, le problème, si vous voulez, lorsque on se rend compte de cette première chose, qu'est-ce qui va sortir de cette réunion? Assez bizarrement, 2 jours après, l'Assemblée reçoit Constantine et l'Assemblée vire complètement. Elle vire complètement, elle dit finalement on a besoin de nouveaux commissaires. On va élire 2 nouveaux commissaires et on va les mettre à la tête de troupes. Alors, pourquoi faire? Ces troupes, pourquoi faire? Bien. On va les désigner. Alors on désigne l'un c'est Beau, l'autre c'est Thiap. Et puis Thiap dit non, moi j'ai pas envie d'y aller. Et en fait il passe et c'est Antiboule qui ira et qui ira aussi de la tête parce que il va se faire capturer à Marseille. Les 2 seront capturés à Marseille. Ils seront restitués. Et comme en plus Antiboule est un proche des Girondins, il sera lui aussi exécuté en octobre 93, comme toute la bande. Donc voilà, faites vraiment très attention parce que là il faut vraiment suivre vraiment les éléments les uns derrière les autres. Alors l'incohérence de l'action de la Convention a sauté aux yeux de tous les chercheurs sérieux. Comme on l'a vu, 3 commissaires ont été envoyés en Corse. Paoli a été mis en accusation le 2 avril alors que les commissaires n'étaient pas encore arrivés sur l'île, en leur donnant mission de le faire arrêter en Corse. Les commissaires n'ont eu que peu de temps avant que leur mission ne soit connue. Mais eux aussi ont joué, comme on l'a vu, un rôle partisan. Ils sont accompagnés par Arène, qui a soutenu l'action des clubs de Marseille et de Toulon. Ils soutiennent le frère de celui-ci, Philippe, trésorier du département, poursuivi pour avoir fui avec les fonds qui lui avaient été confiés. Il dénonce au comité de salut public l'administration en place, sans même l'écouter, ni quitter Bastia. Donc voilà, bien. De plus, Salicetti s'est rendu à Corte, a rencontré Paoli longuement, seul à seul, s'est accordé à ce dernier, largement impliqué dans les affaires de l'île, juge et partie, un rôle décisionnel. Alors, ce qui se passe le mois suivant sur l'île échappe désormais complètement au contrôle de Paoli. 2 partis s'affrontent ouvertement, le sien et celui de Salicetti. Ce dernier a l'avantage de bénéficier du soutien du pouvoir central et d'agir en son nom. Salicetti a d'ailleurs fait suspendre le directeur du département, dirigé par des membres du parti pauliste. Ce dernier réplique en faisant connaître aux 2 autres commissaires et à la Convention les turpitudes de Salicetti, l'accusant d'ambition, de cupidité et de despotisme.
Mais Saïchet a prévu cette manœuvre et, selon Moulted, a fait suspendre tout courrier en partance de Corse. Finalement, la Convention, sans désavouer ouvertement ces 3 commissaires et pour débloquer une situation qui lui échappe, décide donc l'envoi des 2 commissaires. Les 2 commissaires partent sur les routes. Je vous dis, ils arriveront à Marseille. Là, ils seront capturés parce qu'il y a une insurrection fédéraliste à Marseille. Et un des 2 donc, sera exécuté. Le 27 mai s'ouvre à Corté une consulte composée de 1009 députés de toute l'île. La consulte déclare à l'unanimité reconnaître en Paoli le père de la patrie, l'ami du peuple, le vengeur des lois, le protecteur des malheureux. Il est décidé d'adresser un appel à la Convention. Pozzo-di-Borg fait un rapport sur l'action des commissaires de la Convention et la consulte décide sur cette base de ne plus les reconnaître comme commissaires. Parallèlement, la consulte destitue 3 députés de la Convention, Saïchet, Moulted et Luce de la Casabianca, pour avoir conspiré contre la volonté de leur mandant et avoir trahi leur mandat. Elle délibère que ces décisions produites par les mandataires d'un peuple juste qui ne sait ni ne veut souffrir aucun despotisme doivent être présentées devant un congrès national. Lors de la dernière séance de la consulte, plusieurs orateurs ajoutent aux commissaires comme perturbateurs de l'heureuse tranquillité dont jouissait la Corse les familles Bonaparte d'Ajaccio et Arène d'Île-Rousse, mais on leur répond que bien que Bartholomé Arène se soit rendu coupable avec ses frères de trahison et que les frères Bonaparte aient soutenu les impostures d'Arène et des commissaires de la Convention, il n'est pas à la hauteur de la dignité du peuple corse de s'occuper des 2 familles Bonaparte et Arène. On les abandonne à leur remords et à l'infamie publique, l'esprit de parti étant tellement puissant dans le cœur humain. Bien. Il ne s'agit donc pas véritablement encore d'une rupture avec la Révolution française. La consulte a fait la distinction entre les commissaires envoyés par la Convention, qui auraient cherché à satisfaire leur passion et non le bien public, et la Convention elle-même, dont elle attend d'autres ordres. Bien que cette formule paraisse très formelle, comparée au ton des lettres de Paul de la même période, il semble que la consulte ait voulu garder une porte ouverte au cas où la Convention, informée des problèmes rencontrés avec les commissaires, en enverrait d'autres. En réalité, l'appel de la consulte avait très peu de chances d'être bien accueilli par la Convention, qui pouvait voir dans cette assemblée un danger sécessionniste. C'est effectivement ce qui va arriver. Barrère, au nom du Comité de salut public, est chargé de présenter en juillet 1793 un rapport sur les désordres qui agitent la Corse. Selon lui, l'île est en état de contre-révolution ouverte. Il revient sur les différentes étapes de la crise ouverte entre la Convention et le Parti pauliste. Le décret de mise en accusation de Paoli et de Pozzo-di-Borg tout d'abord, qui juge peut-être impolitique, raison pour laquelle il a été suspendu, mais Paoli en a tiré de prétexte pour tourner les habitants en sa faveur. Avec quels arguments? Le choix de Barrère est stupéfiant. Il aurait fait croire aux Corses qu'on voulait les livrer aux Génois ou que la Convention méditait de couronner le duc d'Orléans. Bien. On aurait attendu des arguments plus crédibles, mais les surprises ne sont pas finies. Selon Barrère, c'est parce qu'il y a eu des plaintes que la Convention a rappelé les commissaires et en a envoyé 2 autres, Antiboul et Beau. Mais ceux-ci ont été arrêtés à Marseille. Barrère présente les choses comme si les Corses étaient à l'origine de cette initiative des fédéralistes provençaux. Ajoutons donc qu'Antiboul a été exécuté en octobre 1993. Dans l'esprit de Barrère, la mission suspendue des 3 commissaires s'est en réalité poursuivie. Il revient donc sur la première mission pour la relier à la nouvelle situation. En mai, en effet, constatant que l'administration du département de la Corse est une des plus contre-révolutionnaires qui soit dans la République, il l'a remplacée par une administration provisoire. Mais Paoli a répliqué selon Barrère par un système de diffamation préparé depuis longtemps et habilement combiné, car a éclaté simultanément en Corse et dans toutes les autres parties de la République. C'est-à-dire qu'il fait de Paoli un des leaders, si vous voulez, du système fédéraliste sur le continent, alors que Paoli est bloqué à Corté. Enfin bon, très bien, bon, admettons. Voici Paoli au centre d'un grand plan girondin fédéraliste contre la Convention. Le comité de salut public promulgue alors un nouveau décret ordonnant l'exécution du décret d'arrestation contre Paoli et tous les administrateurs du département. Il prévoit aussi, sur l'instance de Buonarroti, de diviser l'île en 2 départements, en suivant la ligne des monts, une division qualifiée de salutaire pour les amis de la République. En 1980, l'historien Jean de Francesque concluait son ouvrage sur la Corse française en soulignant que la volonté séculaire des Corses d'être français était scientifiquement insoutenable, rappelant que la guerre menée par les troupes françaises contre les milices corses en 1768-1769, je reviens à ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre, ainsi que les opérations militaires contre les résistants corses dans les années qui suivirent Pontenot, éliminer complètement cette idée.
Surtout, ce qui aurait pu permettre de faire accepter la présence française par une population qui n'avait pas été consultée pour l'adopter aurait été la prise en compte du long passé historique de l'île, de sa langue, de ses traditions ancestrales et surtout de sa conscience nationale. C'est à cela que Paul faisait allusion lorsqu'il écrivait à Gentile de réfléchir à un statut particulier accordé à l'île en 1789. Cette voie autonomiste recherchée par le général, qui avait accepté de revenir en Corse pour diriger son île et y développer les idées révolutionnaires, dans la mesure où elles étaient compatibles avec l'idée qu'il se faisait de ce gouvernement, l'avait poussé à prendre contact avec les constituants, même avant le 30 novembre. Et durant les 2 années suivantes, la Corse avait été gouvernée par le Parti patriote, malgré les manifestations hostiles à la constitution civile du clergé et à la vente des biens nationaux à l'intérieur de la population. Manifestations qui avaient entraîné la fragmentation du Parti patriote et la formation du Parti de Salicet aux côtés du Parti pauliste. Face au nouvel ordre révolutionnaire, les patriotes corses n'ont montré, au moment de la crise de 1793, aucun intérêt pour un retour à l'ancien régime. Mais ils n'ont nullement envisagé non plus de se réunir à nouveau à la France, même libérés du jacobinisme, comme Paul l'aurait souhaité au moins jusqu'en juin 1793. Pas de retour non plus en faveur des promoteurs de l'intégration au domaine français, acceptés en 1789 au nom de l'autonomie. Ils ont au contraire manifesté un regard nostalgique tourné vers le généralat et une Corse indépendante, et ils soutiendront bientôt la constitution du royaume anglo-corse. Je vous remercie. Alors merci Antoine-Marie pour cette intervention où on voit effectivement la finesse des événements et cet enchaînement. Donc on voit que cette année 93, qui est souvent très simplifiée dans les histoires de la Corse, est en fait très très complexe et il se passe beaucoup de choses avec des personnages très très complexes et qui suivent une multitude de logiques fort différentes.